La fourniture de l'électricité ces temps-ci au Togo et dans plusieurs pays subsahariens connaît des interruptions. Du Ghana en Afrique du Sud, en passant par le Bénin ou le Gabon, si certains opérateurs électriques déclarent que l'approvisionnement en électricité des consommateurs dans certaines régions serait réduit en raison de l'approvisionnement limité en gaz, d'autres par contre évoquent des travaux de maintenance d'envergure sur les infrastructures de production d'énergie. Face à la situation, la Banque mondiale trouve plutôt que la majorité des compagnies d'électricité de ces pays sont mal armées pour mieux répondre à la demande croissante d'électricité. En effet, dans son nouveau rapport publié en ce mois de juin, il ressort que sur plus de 180 compagnies d'électricité examinées dans plus de 90 pays, seules 40% d'entre elles sont en mesure de couvrir leurs charges d'exploitation et le service de la dette. Pour les autres, la Banque mondiale estime que les difficultés sont particulièrement aiguës. Ces pays à faible revenu manifestent une inefficacité du recouvrement et les carences de la planification entretiennent des cercles vicieux de sous-performance qui viennent greffer les budgets publics tout en privant de nombreux usagers d'un approvisionnement électrique fiable. Dans le cadre de la transformation digitale, le Togo et le Kazakhstan, par le biais des institutions telles que l'agence Togo Digital, ATD, et la National Information Technologies, NITEC, du Kazakhstan, ont signé un partenariat. Ce partenariat a plusieurs objectifs, dont le principal est de permettre à l'agence togolaise de bénéficier de l'expertise de la NITEC sur plusieurs sujets qui concernent la transformation digitale. Ce partenariat se veut également accélératrice de la digitalisation des services publics et administratifs. Pour l'agence Togo Digital, ce partenariat viendra aussi renforcer le dispositif mis en place pour permettre aux administrations publiques d'offrir le meilleur service aux populations. En Afrique subsaharienne, le Togo se classe à la 20e place selon le rapport du Global Peace Index 2024. Ce classement global de la paix publié par l'Institut pour l'économie et la paix IEP révèle un recul pour le Togo. Le pays se classe désormais à la 120e place mondiale, 2 positions de moins que l'année précédente. Sur le continent, l'île Maurice est le pays le plus paisible. Soulignons que c'est un rapport qui met en lumière les tendances, les résultats et l'impact économique de la violence du monde. Il offre ainsi des informations précieuses sur l'état actuel de la paix et les facteurs qui l'influencent. L'Institut pour l'économie et la paix IEP mesure l'état de la paix dans 3 domaines qui sont le niveau de sûreté et de sécurité de la société, l'ampleur des conflits nationaux et internationaux en cours et le degré de militarisation. Sur ces critères, il ressort que l'Islande reste le pays le plus pacifique, suivi par l'Irlande, alors que le Yémen est le pays le moins pacifique, suivi du Soudan et du Soudan du Sud. Fatimetou a 24 ans, elle a obtenu son diplôme d'ingénieur il y a 2 ans. Depuis, elle occupe un poste d'assistante enseignante à l'université et peine à trouver un emploi qui corresponde à ses attentes. Alors à contre-cœur, elle compte partir à l'étranger, réaliser un doctorat. Le 29 juin, elle ira voter. La plupart des diplômés sont contraints d'accepter des postes qui n'ont pas vraiment à la hauteur de leur qualification ni de leur diplôme. Je suis vraiment dans l'espoir qu'il y aura des changements d'ici là, des politiques réalistes pour la création des emplois, l'accompagnement des jeunes, l'encadrement, les financements. Mêmes attentes pour Amatal, 30 ans, investi au quotidien auprès des jeunes de son quartier et de la capitale et qui a déjà choisi son candidat. Il demande de meilleures conditions de vie, mais aussi l'égalité des chances. On souhaite la Mauritanie unie, la Mauritanie de Peul, de Wolof, de Soninké, de Mort-Blanc, dans les bureaux, dans le système étatique, que tout le monde soit uni, tout le monde, on donne les mêmes chances à tout le monde. On voit plus de 15 000 Mauritaniens aujourd'hui se dirigent vers Nicaragua. Donc on doit faire des choses pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent rester dans leur pays.
Pour ce socio-anthropologue à la tête d'un centre de recherche indépendant, si cette migration vers les États-Unis via l'Amérique centrale est relativement nouvelle, la problématique, elle, ne l'est pas. Selon lui, le gouvernement actuel a fait des gestes pour retenir la jeunesse et l'enjeu demain sera aussi d'impliquer les jeunes dans l'évaluation des politiques publiques mises en place et de leur redonner espoir. Il y a besoin d'améliorer les outils d'intervention, d'améliorer le dialogue avec les bénéficiaires et d'avoir de l'écoute par rapport à leur feedback. Ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de voyager et que c'est possible ici. Pour ce qui s'annonce en termes de potentialité économique pour ce pays-là. Pour Mansour, 32 ans, qui étudie encore les programmes, il est essentiel que les jeunes se mobilisent. Pour lui, l'avenir est aussi en Mauritanie. Nous sommes obligés de nous investir pour pouvoir avoir notre mot à dire. On l'a vécu avec le régime en place qui a prôné l'éducation, la formation et l'instruction. Je pense que c'est une bonne idée, un bon début. Le problème pour moi, c'est que l'information n'a pas passé. Il faut qu'il véhicule des politiques de sensibilisation, d'information. En Mauritanie, 78% de la population a moins de 35 ans, ce qui explique pourquoi tous les candidats affirment vouloir accorder une place primordiale aux jeunes dans leur programme. La Cour de cassation de Paris a donné raison au port de Douala dans l'affaire qui l'opposait au groupe français Bolloré. Le port autonome de la capitale camerounaise avait été attaqué par la Douala International Terminal, une ancienne filiale du groupe Bolloré, au terme d'un processus de renouvellement de la concession du terminal à conteneurs. Le groupe Bolloré et son partenaire de gestion, le consortium APMT, estimaient que l'appel d'offres avait été conduit contre leurs intérêts. S'en était suivie une procédure d'arbitrage introduite à la Chambre de commerce internationale de Paris qui avait condamné le port de Douala à payer 58,6 millions d'euros à la filiale de Bolloré en novembre 2020. C'est cette décision que la Cour de cassation vient de rejeter après avoir établi qu'il existait des connivences entre un des juges du tribunal arbitral et un avocat du groupe Bolloré. La Douala International Terminal, désormais rachetée par le groupe MSC, estime qu'il s'agit seulement d'un jugement sur la forme et non sur le fond. En file, souvent le regard crispé. Pour ces élèves, l'enjeu est de taille. Réussir leur examen d'État, l'équivalent du baccalauréat en France. Un Graal qui permet d'accéder aux études supérieures. Le coup d'envoi est donné avec l'épreuve de culture générale et la distribution est assurée par le gouverneur lui-même. Ce matin, il est venu rassurer les élèves. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec ses services techniques provinciaux et l'éducation nationale, que je loue son implication, a mis tout en œuvre pour encadrer et intégrer les apprenants pour tous les niveaux d'enseignement primaire, secondaire et technique. Car l'examen se déroule sous haute tension, en témoigne une importante présence militaire. Depuis fin 2021, dans le Nord Kivu, un conflit oppose l'armée aux rebelles du M23. Alors certains centres d'examen ont été délocalisés vers des lieux plus sûrs, comme ici à Goma. Mais pour ces élèves, si les examens représentent une parenthèse dans leur vie, ils n'oublient pas le contexte qui les entoure. J'ai de mauvais souvenirs de la guerre. Des bombes ont tué des gens chez nous à Rutshuru et j'ai peur que ces bombes nous tombent dessus ici aussi. Que le gouvernement fasse tout pour mettre fin à la guerre, qu'il fasse des efforts pour nous permettre de vivre aussi en paix comme les autres pays. Certains de ces jeunes Congolais sont enrôlés dans les groupes armés. D'autres sont déplacés à cause des combats et vivent dans une extrême précarité. Pour eux, la gratuité de l'examen ne suffit pas. Que le gouvernement mette fin à la guerre, car beaucoup de personnes sont décédées. Pour moi, il était très difficile de payer les frais de scolarité, mais nous remercions tout de même le gouvernement pour la gratuité de l'examen d'État. Dans ce camp de déplacés, les parents d'élèves ne demandent qu'une seule chose, pouvoir rentrer chez eux pour permettre à leurs enfants d'étudier dans un cadre apaisé. Ça ne suffit pas. Malgré la gratuité, les enfants n'ont pas toujours cette volonté de faire quoi? D'aller à l'école suite à une vie malheureuse qu'ils présentent. La solution alors, il faut qu'on rentre chez nous et toute activité, nous le ferons chez nous dans notre milieu local. Cette année, ils sont un peu plus de 62 500 candidats à passer leur examen d'État dans le Nord Kivu. Les épreuves dureront jusqu'à jeudi et l'ultime examen de la pratique professionnelle. Des manifestations contre le projet de loi de finances du gouvernement se poursuivent au Kenya.
Des manifestants ont réussi à entrer dans l'enceinte du Parlement où les législateurs débattaient du projet de loi controversé qui a suscité une indignation généralisée. Selon Amnesty International, des centaines de manifestants ont franchi les barrières de police devant le Parlement à Nairobi. La police a été contrainte d'ouvrir le feu et a blessé plusieurs personnes. Des échauffourées ont éclaté entre la police et les manifestants dans le centre de la capitale où étaient rassemblés des milliers de personnes. La police a fait usage de gaz lacrymogène, de matraques et de canons à eau pour disperser les manifestants. Au moins 2 personnes sont mortes et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées par la police qui a également procédé à des centaines d'arrestations. Les policiers kenyans sont arrivés en Haïti. Le contingent de 400 hommes parti de Nairobi lundi est arrivé ce mardi 25 juin dans les Caraïbes. Cette arrivée, soutenue par l'ONU, marque une première avancée dans le déploiement attendu d'une force internationale pour restaurer la sécurité face aux gangs armés en Haïti. Le déploiement des policiers kenyans intervient 4 mois après les attaques coordonnées des gangs contre des infrastructures clés, y compris des postes de police et des prisons. Leur première mission reste inconnue, mais ils devront faire face à des gangs qui dominent 80% de la capitale et ont déplacé plus de 580 000 personnes. Si certains Haïtiens se réjouissent, d'autres restent prudents. Ils rappellent les allégations d'agression sexuelle et l'introduction du choléra lors de la mission de maintien de la paix de l'ONU de 2004 à 2017.